Chers amis, chers amis, chers amis, chers camarades, nous sommes ici très nombreux, à la fois dans cette salle et à l'extérieur, puisque nous n'avons pu accueillir tout le monde, mais rassemblés dans le même esprit offensif et amical pour dire notre souhait que d'ici peu de semaines, la présidente de la République s'appelle Ségolène Royal. Chers amis, chers camarades, je me trouvais hier au soir à la frontière entre le Tchad et le Darfour. Je m'y trouvais à la tête d'une mission qui comportait un certain nombre de responsables, et notamment François Imray, le président de cette agglomération. Le Darfour, c'est une région du Soudan grande comme la France, avec 6 millions d'habitants, dont depuis 4 ans, 3 millions ont été déportés et 300 000 massacrés. C'est le plus grand massacre du début du XXIe siècle. Et celui qui en porte la responsabilité, le président du Soudan, M. El-Béchir, qui était accueilli en France il y a quelques jours, est un président massacreur. Kofi Annan a dit du Darfour que c'était l'enfer sur terre. Et avec mes compagnons, nous avons vu l'enfer. Des milliers et des milliers d'enfants orphelins, de jeunes filles et de femmes violées, des villages brûlés, des populations par dizaines de milliers, sous une température de 45 degrés, qui n'ont pas d'eau, des personnels humanitaires pourchassés. Ségolène, dans son discours de Villepinte, l'autre jour, a eu des mots justes pour le Darfour. J'attends de la communauté internationale qu'au lieu de pratiquer la lâcheté actuelle, poussée, aiguillonnée par l'opinion publique, elle se mobilise pour faire cesser ce crime contre l'humanité. Et j'attends en particulier de toi, Ségolène, si tu es, comme nous le souhaitons, élu à la magistrature suprême, qu'un de tes premiers gestes soit d'aller dans le sens de cette mobilisation, car la France doit retrouver son rôle d'être la voix de sans voix et l'espoir de tous ceux qui n'ont pas d'espoir. On dira c'est loin de la campagne présidentielle, mais non, chers amis. La campagne présidentielle, c'est le moment où les grands choix doivent être tranchés par le peuple. Et le grand choix, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de l'Europe ou qu'il s'agisse du monde, c'est le grand choix entre la solidarité et la précarité. Et pour nous, la gauche, le choix est fait, c'est le choix d'une France solidaire. Au fond, cette campagne, d'abord pour le premier tour, dans moins de 60 jours, ensuite pour le 6 mai, ensuite, car tout va ensemble, pour les élections législatives qu'il faudra aussi gagner,
cette campagne se présente d'une façon plutôt simple. Face à nous, et je vous demande de ne pas manifester, il y a M. Sarkozy. Merci de ne pas manifester. M. Sarkozy, qu'il serait plus simple et sans doute plus juste, en tout cas plus expédient, d'appeler M. Supercherie. Car c'est cela qui définit toute son attitude. Et elle n'est pas sans talent. Supercherie principale. Il se présente comme l'homme qui va changer en positif l'avenir des Français dans les 5 ans qui viennent, et c'est lui qui a gouverné en négatif pendant les 5 dernières années. Supercherie, lorsqu'il s'adresse aux enseignants, aux parents d'élèves, aux élèves, et qu'il leur dit, la main sur le cœur, avec moi, l'éducation nationale va retrouver un lustre, une force, une capacité qu'elle n'a pas, mais dans un second discours, il s'empresse d'ajouter qu'il diminuera par 2, en tout cas qu'il ne remplacera pas la moitié des enseignants partant en retraite. Supercherie, lorsqu'il annonce que les déficits, la dette qu'il a lui-même creusée lorsqu'il était ministre des Finances, il se porte garant qu'elles seront réduites à néant, alors même que chaque sortie dans notre territoire, il va partout d'ailleurs, sauf dans les banlieues. C'est peut-être pas un hasard. À chaque fois qu'il fait une sortie, ce sont des milliards qui sont déversés. Supercherie sur tous les plans, au point qu'un hebdomadaire satirique titrait d'une façon qui m'a frappé, ce n'est plus un candidat, c'est un chargé de clientèle. Et je crois que cela définit assez justement le personnage qui, au fond, nous rappelle très bien M. Chirac, avec des pantalons un peu plus courts, mais avec, là je suis sérieux, l'engagement en faveur de la laïcité républicaine en moins et malheureusement le soutien à la politique extérieure de M. Bush en plus. C'est pourquoi je dis que si l'on veut, et nous voulons ici et partout en France, battre Nicolas Sarkozy, le vote anti-Sarkozy, c'est le vote Ségolène Royal. Face à nous, il y a également la victime, le crucifié des médias. Je veux dire M. Bayrou, qui a ses qualités humaines, comme chacun. Et nous refusons le sectarisme, mais nous refusons aussi le confusionnisme. Et nous avons un peu de mémoire. Et en particulier dans cette région, nous savons que M. Bayrou, c'est son droit, a toujours gouverné avec la droite. Nous voyons les élus locaux UDF, et en particulier dans cette agglomération rouennaise, avec l'un d'entre eux qui, m'a-t-on dit, dirige provisoirement la ville de Rouen. Eh bien, nous constatons qu'à chaque fois, l'UDF gouverne avec l'UMP. C'est son droit, mais qu'ils ne cherchent pas à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Il n'est pas question, chers amis, chers camarades, que nous laissions se dérouler cette manœuvre où des électeurs de gauche abusés iraient porter leur voix sur le candidat de l'UDF pour qu'au deuxième tour, évidemment, celui-ci les apporte à la droite. Soyons clairs, il n'est pas question, en particulier si l'on se souvient du 21 avril 2002, que l'on fasse une dispersion des voix. C'est sur notre candidate que la concentration des voix de gauche doit s'opérer. Alors,
J'entends le raisonnement. On me dit, mais le total gauche est faible. Alors comment y arriver? Chers amis, quand j'observe comme vous les valeurs qui sont plébiscitées en France et les valeurs qui sont récusées, ce sont les valeurs de gauche qui sont plébiscitées par la majorité de nos concitoyens. La laïcité est plébiscitée, l'égalité est plébiscitée, la liberté est plébiscitée, le service public est plébiscité. Et ce sont des valeurs de gauche. Et en revanche, lorsqu'on parle CPE, lorsqu'on parle CNE, lorsqu'on parle mise en cause du service public, qui sont les credos de la droite, il n'y a pas une majorité pour les soutenir. Simplement, il faut que nous soyons encore plus convaincants que nous le sommes. Il faut que nous soyons capables de développer, c'est l'objet du pacte présidentiel, notre message, et qu'autour de ce message se rassemblent d'abord les socialistes, ensuite toute la gauche et la majorité de notre peuple. Et je me demande si, à ce stade de la campagne, ce n'est pas Alexandre Dumas qui a le mieux résumé quel est notre état d'esprit à tous, et en particulier celui des responsables du Parti socialiste. Désormais, chère Ségolène, c'est une pour tous et tous pour une. Chers amis, cette région de Haute-Normandie, sous la présidence d'Alain Leverne, au fond, est révélatrice et symbolique des sentiments qui sont partagés par toutes les Françaises et tous les Français, de leurs inquiétudes et de leurs espoirs. Il y a d'abord le pouvoir d'achat. Partout, des difficultés de pouvoir d'achat, partout, des inquiétudes sur le pouvoir d'achat. Partout des demandes concrètes. Et c'est pourquoi, dans le pacte présidentiel, je sais que l'écho rencontré par ta proposition précise d'augmenter les petites retraites de 5%, cet écho a été fort parce que c'est du concret, parce que ce sont des personnes qui sont en difficulté et parce que la mission de la gauche, c'est d'abord de donner du pouvoir d'achat à ceux qui en manquent cruellement. C'est pourquoi, on le sait bien, j'ai depuis longtemps milité pour une augmentation chiffrée, précise du SMIC, associée bien sûr à une conférence salariale qui va examiner quelles seront les répercussions sur l'ensemble de la hiérarchie, puisqu'il s'agit de s'occuper des personnes qui sont au SMIC, mais aussi de ne pas écraser les hiérarchies pour celles qui sont au-dessus. Et c'est pourquoi, de la même manière, dans le pacte que nous défendons, les aspects de protection sociale, les aspects de sécurité sociale, les aspects de formation sont absolument essentiels parce qu'ils sont le patrimoine de tous ceux qui n'en ont pas. Pouvoir d'achat, logement. Ici, mais nous ne le disons pas trop parce que Marc Massion et moi-même, nous ne voulons pas nous-mêmes trop en faire. Nous sommes dans l'agglomération rouennaise, mais ce zénith, par accident, se trouve sur la commune de Grand-Quevilly. Et à Grand-Quevilly, je cite ce chiffre, en particulier vis-à-vis de nos amis de la presse qui pourraient ne pas le connaître. Il y a 72% de logements sociaux. Et nous sommes dans un département présidé par Didier Marie, qui, le premier, a mis en place la caution, la garantie publique pour le logement, qui ensuite est reprise maintenant, et à juste titre, dans le pacte présidentiel. Eh bien, c'est au nom de ces acquis et de ces résultats que nous dénions à M. Sarkozy le droit de parler du logement social, lui qui, dans sa commune de Neuilly, depuis longtemps qu'il y est, a été tout juste capable de créer 2,5% de logements sociaux. Nous avons pris la décision
de porter sur le logement un effort massif, parce que non seulement c'est une clé pour le pouvoir d'achat, non seulement c'est un aspect essentiel de la qualité de la vie, non seulement c'est une source d'emploi considérable, mais c'est un élément de la dignité de la vie. Car je le vois bien dans ma commune, lorsque les gens sont bien logés, lorsqu'ils peuvent accueillir d'autres, leurs familles ou des amis qui viennent, lorsqu'il n'y a pas les difficultés de sécurité, les difficultés de promiscuité, c'est une autre vie qui est possible pour soi-même et pour les enfants. Parce que si le garçon ou la fille peut travailler, alors il a la place de travailler et du coup, les études s'en ressentent positivement. Le logement, pour nous, sera une priorité majeure dans le quinquennat qui vient. Logement, pouvoir d'achat, emploi. Christophe le faisait à l'instant, l'énumération des licenciements, des disparitions d'emplois, des restructurations, comme on dit pudiquement, des délocalisations dans ce département et dans cette région est impressionnante. Les élus qui sont là savent que leur permanence à chaque fois, accueille des salariés en difficulté. Les représentations syndicales sont nombreuses et légitimes. C'est le problème numéro un. Partout. Et d'abord ici. La droite, apparaît-il un remède miracle? Si c'était le cas, pourquoi pas? Elle nous dit, nous allons promouvoir l'augmentation des heures supplémentaires, qui désormais ne paieront pas de charges du côté des patrons et n'acquitteront pas d'impôts du côté des salariés. C'est le fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Et je dois dire, car il faut être objectif, que ce slogan reçu comme ça, sans réfléchir, est un slogan qui peut faire impact. Mais justement, la politique telle que nous la concevons, c'est de réfléchir ensemble, de s'adresser au cœur, bien sûr, mais aussi à l'intelligence de chacune et de chacun. Alors réfléchissons ensemble. Les RMistes, en quoi est-ce que l'augmentation du nombre des heures supplémentaires peut les concerner? Les personnes au chômage, les personnes menacées, Airbus, Alcatel, et la liste ici serait longue. En quoi? En rien. Et même pour ceux qui sont dans l'entreprise, une entreprise qui fonctionne, essayons de réfléchir, de démonter cette supercherie supplémentaire. Si, comme le propose la droite, les heures supplémentaires sont augmentées dans leur nombre et non plus de charges, cela veut dire que pour un patron, il sera moins coûteux d'augmenter le nombre des heures supplémentaires que d'embaucher. Et du même coup, la conséquence, elle va de soi. Et où a-t-on inventé que c'est le salarié qui décide ou pas de faire des heures supplémentaires? Il faut vraiment ne jamais avoir mis les pieds dans une entreprise et encore plus dans une usine pour croire que c'est le salarié qui décide cela. Nous ne refusons à une approche du grave problème de l'emploi en termes démagogiques. Et nous disons que la solution, elle se trouve, j'y ai fait allusion, dans l'amélioration du pouvoir d'achat. Elle se trouve dans un effort massif dans le logement. Mais elle se trouve d'abord dans ce triangle investissement, recherche, formation, qui est, on le sait bien, la clé de tout, appuyée bien sûr sur notre grande proposition de la sécurité sociale professionnelle. Ce n'est pas le libéralisme qui va permettre de créer les emplois nécessaires ou de sauver ceux qui peuvent être sauvés. C'est une approche de régulation, c'est une approche volontariste et c'est celle que nous allons développer. On nous dit parfois, mais la gauche est l'ennemi de l'entreprise. Mais où a-t-on inventé cela? La gauche, parce que c'est sa raison d'être et c'est son électorat. Ce sont d'abord ceux et celles qui travaillent. Et nous savons que la richesse, elle est produite dans l'entreprise. Et nous sommes aux côtés à la fois des salariés et des entrepreneurs qui veulent vraiment entreprendre. Chers amis,
j'ai cité le mot de délocalisation. Et c'est vrai que nous avons été parmi les premiers. Jean-Louis Destan se le rappelle, nous en avions parlé il y a déjà plusieurs années. Nous avons été parmi les premiers à appeler l'attention sur les délocalisations, tout simplement parce que nous les vivions. Et de beaux esprits, qui n'avaient par ailleurs pas de problème personnel, nous ont dit « ça n'existe pas ». Alors que nous constations, comme nous constatons encore aujourd'hui, jour après jour, que les délocalisations, tantôt à l'extrême de l'Europe, tantôt pour des pays plus lointains, la Chine, l'Inde, que sais-je encore, c'est en permanence le cas. Et je veux appeler votre attention sur ce point, parce que pour Ségolène, pour moi, pour nous tous, dans cette campagne présidentielle, la question de la mondialisation est une question absolument centrale. La droite nous dit, c'est vrai, la mondialisation financière est là, alors il faut nous adapter. Nous adapter sur les salaires, nous adapter sur la protection sociale, nous adapter surtout, mot aimable, euphémisme, comme on dit, qui consiste à dire baisser, 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 baisser. Et nous, solidarité, précarité, nous avons en termes de solidarité une autre approche. Nous disons que certes, la France devra être réformée, et la présidence sera une présidence de réforme, j'en suis sûr. Mais qu'en même temps, il y aura des secteurs à conquérir en matière de recherche, d'investissement, de technologie, et la présidence devra être une présidence de conquête. Mais qu'aussi, il faudra savoir se protéger, et la présidence devra être une présidence de protection. On nous dit, mais la droite est plus moderne. Et moi qui, par fonction et par intérêt, parcours le monde, je vous dis que cette modernité-là, elle a 20 ou 30 ans de retard. Pourquoi ? Parce qu'il y a une arrogance extraordinaire et à vrai dire insupportable pour les pays européens à penser que la Chine et l'Inde, qui sont en train de se développer massivement, resteront en permanence derrière nous en termes de technologie et de science. C'est faux, c'est arrogant et c'est dangereux de le penser. C'est une vieille idée héritée du XIXe siècle, comme si par définition, par décret de droit divin, nous, les Européens ou les Américains, nous serions nécessairement toujours en avance sur eux. C'est ne pas comprendre ce qui est à l'œuvre dans l'économie et dans le monde moderne. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, dans les mêmes pays, il y aura l'immensité de la population et les avancées de la technologie. Et c'est parce que la droite ne comprend pas cela, ou plutôt ne veut pas le comprendre, que son approche en termes de s'adapter, 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 et tout ira bien, est inopérante. Nous disons oui aux réformes. Nous disons en même temps qu'il faut reconquérir et qu'il faut, j'ai prononcé le mot, se protéger. Ce qui veut dire quoi ? Conquérir, il faut que nous mettions l'accent, et j'allais dire le paquet, sur la recherche, qui en France n'est pas au niveau où elle devrait être. Il faut que nous mettions l'accent, j'allais dire le paquet, sur l'éducation nationale, qui en France n'est pas au niveau où elle devrait être. Il faut que nous mettions l'accent, j'allais dire le paquet, sur l'investissement des entreprises, qui n'est pas au niveau où il devrait être. Nous devons le faire en tant que Français, mais nous devons aussi nous servir de l'Europe, qui est un immense dessein, un magnifique projet, à condition qu'il soit réorienté. L'Europe, ouverte oui, offerte non. L'Europe doit aller discuter à l'OMC, mais désormais ne pas accepter qu'on discute seulement des tarifs, mais exiger qu'on discute aussi des normes environnementales, des normes sociales, des normes monétaires, parce que là est la vraie concurrence. Et nous, la France, nous devons demander qu'il y ait une autre politique européenne en matière de concurrence, parce qu'aujourd'hui, comme par un fait exprès, lorsqu'une entreprise extra-européenne veut saisir une entreprise européenne, c'est possible, alors que lorsqu'il doit y avoir un mariage européen, c'est impossible. Il faut qu'il y ait une autre politique budgétaire, il faut qu'il y ait une autre politique de l'euro. On parle tellement aujourd'hui
de l'Airbus, et on a raison d'en parler, et de ADS. Mais le vrai scandale n'est-il pas d'abord en cela que Airbus, qui est une création européenne, ne peut pas se développer comme il le voudrait en Europe parce que l'euro est trop cher et qu'il faut désormais construire une réalisation européenne hors de la zone euro parce que la monnaie est guidée en dépit du bon sens. C'est ça qu'il faut petit à petit faire passer pour avoir une mondialisation offensive. Chers amis, chers camarades, je termine en disant ceci. Vous êtes très nombreux. Beaucoup d'entre vous ont connu des campagnes précédentes. D'autres arrivent. Les uns et les autres sont indispensables. Et je me rappelle en particulier les grands moments que nous avons connus dans les campagnes victorieuses de François Mitterrand. J'avais eu l'occasion de l'accueillir, non pas ici, mais pas loin d'ici, à plusieurs reprises, comme ami, comme ministre, comme Premier ministre. À chaque fois, c'était un enthousiasme et une ferveur extraordinaires. Parce que Mitterrand faisait passer en termes simples ce que sont les principales qualités des grands présidents ou présidentes. D'abord, chers amis, d'abord l'humanité. Ce n'est pas uniquement avec son esprit que l'on choisit d'être à gauche, mais c'est aussi une certaine manière d'être, une certaine façon de penser à la fraternité humaine. Et si beaucoup d'entre vous ont fait le choix politique de s'engager, c'est parce que vous pensez, et vous avez raison, que pour faire advenir vraiment cette fraternité humaine, il faut passer le pas de l'engagement politique. Cette fraternité, François Mitterrand l'avait et l'exprimait. Il y avait aussi, et cela m'a toujours frappé chez lui, une volonté. Oh, des difficultés, il en a connu. Et nous en avons tous connu. Et tu en as connu aussi. Et peut-être en connaîtras-tu encore. Mais ce n'est pas d'échapper aux épreuves qui importe, c'est de surmonter les épreuves, d'avoir la volonté, chevillée au corps, c'est une expression que tu aimes bien, de travailler, de changer les choses pour améliorer la France, l'Europe et le monde. Et puis, il y avait, chez François Mitterrand, ce qui est absolument décisif, cette incarnation de l'unité. Il n'y a pas de victoire possible sans unité. L'unité des socialistes, elle est là. L'unité de la gauche et des Verts, je pense qu'elle est à portée de main. Et puis, il faudra aussi l'unité d'une majorité de notre peuple. Non pas pour nous-mêmes, bien sûr. Ton succès, ce n'est pas une hypothèse, c'est une nécessité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Non pas que nous soyons arrogants. Nous savons que cela est terriblement difficile, difficile avant et ce sera probablement après. Mais il y a tellement de gens en France, et notamment les plus humbles, en Europe et dans le monde, j'ai parlé de l'Afrique, qui attendent un nouveau message de la France, que ce succès est indispensable. Qu'est-ce qu'on attend d'une campagne présidentielle, mais d'une présidente de la République? On attend une vision de l'avenir et on attend la crédibilité pour y parvenir. Je suis sûr qu'elles sont là. Vive la République et vive la France!